Donc, à mon tour de remercier l'équipe de l'hôpital militaire pour leur invitation et nos collaborateurs indéfectibles de l'industrie pharma, notamment les laboratoires AbbVie, pour nous donner l'occasion de parler ensemble de l'évaluation de la polyarthrite rhumatoïde. Y a-t-il encore des choses à dire sur l'évaluation de la polyarthrite en 2017? Vous allez voir que oui. Alors, vous savez tous qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu énormément de changements dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, avec un bouleversement de tous les paradigmes, et avec notamment l'irruption des traitements biologiques qui ont complètement révolutionné notre prise en charge de cette maladie. Alors, pour ceux qui ont démarré la rhumatologie il y a moins de 5 ou 10 ans, voilà la pyramide de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde selon les recommandations de l'ACR en 2001. Et c'est vrai, je n'invente rien. Il fallait commencer par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si ça ne marchait pas, passer à la corticothérapie. Si ça ne marchait pas, démarrer des DIMARD. Et vous voyez que sur le haut de la pyramide, c'est vide, il n'y a rien. Donc, et là, c'est un éditorial en 2001, donc c'est quand même l'histoire assez récente, où l'éditorialiste d'une grande revue disait qu'il y a urgence à détruire et à reconstruire cette pyramide de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est un titre assez prophétique, puisque sur les années qui ont suivi, il y a eu une véritable révolution dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Et ce qui a contribué largement à cela, ce sont les études de stratégie que vous connaissez tous, et notamment l'étude BEST, l'étude TICORA. Et c'est une histoire toujours en cours, puisque par exemple le dernier essai, l'essai PRINT, est un essai multicentrique chinois qui a été publié en 2016 et qui démontre encore une fois que associer des DIMARS plus une corticothérapie forte dose dans les premières semaines pouvait entraîner jusqu'à 70 à 80% de rémission au cours de la première année de la maladie. Donc cette révolution, en fait, c'est un nombre de nouveaux concepts que maintenant tout le monde connaît. La fenêtre d'opportunité au cours des 3 premiers mois de prise en charge de la maladie, le monitoring précis, c'est un peu notre thème, et le traité avec objectif. Et l'objectif étant la rémission ou la low disease activity. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette histoire de comment monitorer au quotidien la polyarthrite avec toujours une cible thérapeutique, et cette cible thérapeutique devant être la rémission. Alors, que faut-il monitorer ou évaluer en pratique lorsqu'on suit une polyarthrite rhumatoïde? Alors, vous allez voir que une polyarthrite rhumatoïde, en un quart d'heure, il y a beaucoup de champs. Quel domaine, quels critères ou scores, quel rythme, quel impact sur la décision thérapeutique, beaucoup de choses. Alors, voilà l'agenda un peu de la présentation. On va d'abord voir que faut-il évaluer, puis que fait-on vraiment, est-ce qu'on est bon? Et bien sûr, je vais parler de l'échographie à la fin de l'exposé. Alors, que faut-il évaluer? Bon, voilà tout ce qu'il faut éventuellement évaluer. J'ai oublié des choses. Une polyarthrite qui est diagnostiquée, d'abord, c'est une évaluation de pronostic. Est-ce que c'est une forme grave ou pas? C'est bien sûr l'évaluation de l'activité, l'évaluation des dommages structuraux, des conséquences globales de la maladie, avec une notion très en vogue, c'est l'évaluation de comorbidité, et bien sûr une évaluation des thérapeutiques, la dose de corticothérapie, les effets indésirables des médicaments, etc. Donc ça fait trop de choses à faire. Donc j'ai 30 minutes, je ne vais pas bien sûr faire tout ça. Et il y a mon ami le professeur Niemann qui va parler de qualité de vie tout à l'heure. Alors, il y a un certain nombre de points qu'il faut d'abord savoir. Un, c'est que quel que soit le rhumatologue et le pays, le temps est le même. C'est-à-dire qu'on a un quart d'heure à 20 minutes par malade. Ça, c'est aux États-Unis en 2012. Les rhumatologues américains font en moyenne 30 à 40 heures de consultation par semaine, ce qui leur fait 15 minutes par malade. Donc, faire le tour de tout ça en 15 minutes, il faut vraiment être très, très rapide. Premier point. Deuxièmement, quelle polyarthrite a-t-on en face? Est-ce que c'est une polyarthrite rhumatoïde récente? Alors, dans ce cas, il faut essentiellement axer sur l'activité. Et une polyarthrite qui a 32 ans, qui démarre il y a 3 mois, c'est vrai que les comorbidités ne sont pas encore au premier plan. Une PR établie qui a une dizaine d'années, en général, on a de tout. On a de l'activité, on a déjà des destructions, on a aussi une perte de fonction, et ce sont des PR un peu au milieu où il faut tout évaluer. Et une PR qui a 25 ans, c'est vrai qu'on est un peu plus
relaxe sur l'évaluation de l'activité parce qu'on est déjà au stade de destruction éventuelle, de perte de fonction, c'est une prise en charge de MPR, les comorbidités, etc. Donc c'est bien sûr évaluer le polyarthrite, mais quel polyarthrite? Troisième point, c'est que tout ce qui découle par la suite est en rapport avec l'activité de la maladie. C'est-à-dire que quand on monitore l'activité de la maladie, et notamment sur des polyarthrites récentes, on supprime le reste et on contrôle le reste. Donc, ce qui revient à dire que le paramètre le plus important à monitorer en pratique, c'est l'activité de la maladie, avec un objectif qui est diminuer cette activité et d'entraîner cette rémission. Et enfin, je vous invite un peu à bien lire ce titre d'une mise au point apparue en 2016. C'est une mise au point américaine, en fait, qui revient sur la difficulté d'évaluer les paramètres d'activité chez les populations vulnérables aux États-Unis, avec notamment un très bas niveau culturel ou intellectuel et un niveau d'anglais bas. Donc, ce qui renvoie un peu à certains de nos patients et de nos consultations de tous les jours, puisque, par exemple, sur toutes les études qui ont été faites à l'hôpital Heihachi sur les 10 dernières années, on a régulièrement 40 à 50% de patients analphabètes, et chez des patients chez lesquels l'administration des outils modernes est à chaque fois un peu problématique. On peut en discuter un peu dans la discussion. Donc, évaluer l'activité. Alors, vous connaissez les scores. Le but de cet exposé n'est pas de revoir un peu les scores un par un. Donc, en gros, les plus utilisés, alors, c'est des scores qui mettent bien sûr le point de vue du patient, la prise en charge du médecin, le provider, où vous avez le nombre d'articulations douloureuses ganglées et les EVA du médecin, et les paramètres de laboratoire. Et en parallèle, vous avez des autoquestionnaires, alors le PASS rapide, où ce sont des autoquestionnaires remplis par le patient, où le médecin n'a pas réellement de rôle. Et c'est des autoquestionnaires qui peuvent être intéressants, on va en discuter. Ça, c'est les recommandations de l'ACR 2015, et ils mettent un peu les scores qui sont les plus utilisés, les plus validés. Vous voyez qu'il y a toujours le DAS28, il y a le CDAI et le SDAI, et puis il y a les autoquestionnaires, le PASS et le PASS2 et le RAPID3. Donc ils disent qu'ils ne sont pas aussi performants que les scores qu'on utilise, mais qu'ils peuvent être une alternative intéressante. Alors les scores ACR, tous ceux qui ont été dans des congrès, lu des essais, savent que c'est les scores les plus utilisés dans l'évaluation, dans les essais, mais que ce n'est absolument pas des outils à utiliser en pratique de tous les jours. Le gold standard serait le SDAI. Il serait peut-être le meilleur score vraiment qui reflète de manière sensible l'activité de la maladie. Et son intérêt, c'est qu'il n'y a pas de calculette. C'est une somme algébrique de paramètres qu'on peut faire, la CRP, l'activité, le nombre d'articulations. Il reste quand même très peu utilisé en pratique. Il est très largement devancé par le DAS28 qui reste de loin le plus utilisé. Donc je ne vais pas le redéfinir, vous le connaissez tous. Vous savez qu'en moyenne, ça nous prend 2 à 4 minutes et qu'on a des applications à mettre sur iPhone. Donc ça reste relativement facile. Vous connaissez maintenant tous les interprétations, les seuils pour définir une maladie active, d'une maladie modérément active et d'une maladie en rémission, et comment définir une réponse thérapeutique. Je ne vais pas revenir sur ces notions. Je vous invite juste à revoir un peu ce même malade globalement. C'est-à-dire c'est un malade qui a 4 articulations douloureuses, une articulation gonflée, une VSA 18. Pour peu qu'il soit fibromyalgique, vous voyez que si on augmente l'évaluation de la maladie par le malade à 90 et on a 16 articulations douloureuses, vous voyez en bas que le score peut passer de 3,5 à 6. C'est-à-dire que la fibromyalgie contamine très, très, très sensiblement cet outil. Il faut toujours en être conscient. Autre point qu'on reproche au DAS28, c'est le fait qu'il ne tient pas compte des articulations des pieds. Et là, c'est un travail récent
dont le but était de déterminer si c'est chez des patients évalués par le DAS28, le SDAI et le CDAI, la présence de synovites échographiques au niveau des pieds était importante ou pas, avec des patients qui sont suivis et traités suivant une stratégie treat to target. Donc c'est vraiment une bonne prise en charge. Et ce travail a démontré en fait qu'il y avait une association de l'activité de la maladie, des synovites des pieds et des scores fonctionnels, que chez les patients en rémission, le fait de trouver des synovites échographiques au niveau des pieds multipliait le risque de pousser par 2, et que même chez les patients qui sont maintenus en rémission clinique, trouver des synovites échographiques faisait qu'ils faisaient beaucoup plus d'érosion 3 ans plus tard. Donc ça confirme en fait tout ce qu'on disait sur les limites du DAS28. Et donc peut-être qu'il faudrait faire du DAS28 avec écho des pieds. Alors il y a des tentatives de comparaison entre les scores, mais je passe rapidement pour dire que globalement le plus utilisé en pratique, le plus recommandé reste le DAS28. Le problème du DAS28 sur certaines études, c'est que il ne capture pas bien les patients. C'est-à-dire quand un patient est en rémission avec un DAS28, il faut parfois creuser un peu plus parce que ce sont de fausses rémissions du DAS28. Donc autant il peut être un peu surévalué chez un fibromyalgique, autant même quand il affirme une rémission, ça peut être une fausse rémission et il faut aller éventuellement faire de l'écho ou voir autre chose. Donc les rémissions sous DAS28 ne sont pas toutes des vraies rémissions. Alors, quelle place des autoquestionnaires ? Alors, on en a validé quelques-uns dans le service et ils sont préconisés dans les recommandations américaines de 2015. Donc, ça peut être éventuellement intéressant à donner aux patients dans les cabinets, en salle d'attente, le temps que le patient rentre, parce que ça peut être rempli en 3 minutes. Que ça renseigne aussi sur l'activité de la maladie. On peut en discuter tout à l'heure si vous voulez. On en a validé 2, il y en a pas mal, et ils peuvent être administrés en salle d'attente le temps que le patient qui a une polyarthrite rhumatoïde rentre chez le rhumato. Alors, concernant les dommages structuraux, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Donc, vous savez que les scores les plus utilisés, c'est les scores de Larsen, Sharp et le SENS. La majorité des scores sur lesquels il y a eu des publications sur les 2 ou 3 dernières années, c'est des scores IRM, d'évaluation structurale. Ce n'est pas un peu le but, puisque le but de l'exposé, c'est l'évaluation en pratique. Vous savez que l'IRM n'est pas une technique à préconiser dans l'évaluation quotidienne de tous les malades. C'est pour ça que j'ai zappé un peu ces nouveaux scores. Je ne vais pas vous savez que les scores de Sharp sont plus utilisés dans les essais, qui ne se prêtent pas à un usage courant dans tous les jours, que ce soit le Sharp ou le Sharp modifié. Par contre, juste une lecture comparative des clichés, c'est-à-dire faire une radio standard des mains ou des pieds, en refaire un an et demi plus tard, est assez reproductible. C'est-à-dire qu'il faut mettre en face les 2 radios, voir s'il y a l'apparition de nouvelles lésions. Et au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, on commence quand même à bien avoir l'œil pour voir si le patient est évolutif ou pas et s'il détruit ou pas. Alors, les mesures de la fonction, c'est globalement le HAQ, donc il n'y a rien qui a changé. Et on peut utiliser tous les jours des échelles visuelles analogiques simples, genre fonction non altérée, en semi-quantitatif, fonction modérément altérée ou fonction très, très altérée. Donc le HAQ, on a validé une version en Darija en 2008 avec le professeur Abourzaq. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est intéressant aussi, éventuellement, à utiliser en cabinet, puisque voilà, etc. Donc ça reste des choses très applicables tous les jours chez nous, que les patients analphabètes, le personnel du cabinet peut leur administrer ces questionnaires. Ça prend 5 minutes et vous avez une idée un peu sur la fonction. Alors, l'évaluation des comorbidités, c'est
très très important. On a réalisé pendant de longues années en fait qu'on ne faisait pas ça et qu'il faut bien sûr penser à doser la glycémie, une hémoglobine glyquée chez une polyarthrite sous corticoïde depuis 10 ans. On n'y pense pas beaucoup, il faut le faire. Alors ça dépend. Déjà, il faut y penser. Il faut penser bien sûr aux organes cibles, aux comorbidités. Éventuellement, ça dépend des équipes. Il n'y a pas encore, je dirais, de choses très claires. Il y a certains services, par exemple en France, qui proposent dans les rhumatismes inflammatoires chroniques une hospitalisation annuelle rien que pour ça, rien que pour faire le tour des comorbidités. Mais en cabinet, on peut y penser une fois par an, faire un check-up annuel, une hémoglobine, etc. etc. Si éventuellement le patient a un médecin généraliste traitant, on peut aussi collaborer avec le médecin généraliste traitant pour le suivi de ces comorbidités. Alors, que fait-on en pratique? Alors, vous allez voir qu'on n'est pas très très bon malgré tout ça. Alors ça, c'est une revue des patients dans une célèbre assurance américaine pour voir si les patients pris en charge par les rhumatologues, les patients qui ont une ostéoporose et une polyarthrite sont pris en charge conformément aux normes actuelles. Et vous voyez ici que c'est en 2012, l'évaluation de l'activité sur les dossiers de ces rhumatologues se faisait juste dans 29% des cas aux États-Unis. Et que l'évaluation de la fonction se faisait juste dans 34% des cas. Alors, une étude française plus intéressante, coordonnée par le professeur Bernard Combe, qui s'est faite chez des rhumatologues libéraux, hospitaliers et mixtes, qui ont un peu évalué certains, au hasard, les dossiers de ces rhumatologues dans leur cabinet. Eh ben, les résultats ne sont pas meilleurs, enfin un peu mieux, mais globalement, l'utilisation en 2014 des scores composites dans les cabinets et dans les hôpitaux est de l'ordre de 50%. C'est-à-dire on ne trouvait pas ces scores dans un dossier sur deux. L'évaluation de la fonction, c'est la même chose. Vous voyez que le HAQ, par exemple, il est retrouvé juste dans 4% des dossiers. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'enquête de ce genre au Maroc. Ce serait intéressant éventuellement de voir un peu, on peut en discuter, qui fait les scores, qui ne les fait pas, etc. Alors, il ne s'agit pas juste d'en discuter, c'est-à-dire c'est démontrer que ce n'est pas un symposium ou une conférence sur l'évaluation de l'activité qui va forcément améliorer la pratique des rhumatos ou des médecins. Et il est plus intéressant de proposer des projets interventionnels, c'est-à-dire d'aller dans les hôpitaux, d'aller dans les cabinets de ville, d'évaluer les pratiques, de discuter. Ça a été fait aux États-Unis, c'est une étude récente en 2016. En fait, ils sont allés dans un grand centre de rhumatologie à San Francisco et ils ont initialement évalué les pratiques d'une douzaine de rhumatologues qu'ils ont divisés en deux groupes. Un groupe chez lequel on n'a rien préconisé, on les a laissés faire leurs pratiques de tous les jours, et un deuxième groupe qui a été coaché, on leur a donné de nouvelles fiches, on leur a fait des séminaires, et par la suite, sur les mois qui ont suivi ou les semaines qui ont suivi, vous voyez un peu la différence entre les deux groupes. Et vous voyez par exemple que la proportion des SEDAI dans les dossiers a augmenté. C'est-à-dire que les médecins étaient un peu plus regardants vis-à-vis de ce point. Alors, quel apport de l'échographie? Tout le monde sait maintenant que l'activité inflammatoire échographie dans la polyarthrite rhumatoïde est corrélée à tous les paramètres, aux paramètres cliniques, biologiques et histologiques, que le signal Doppler change et diminue sous traitement, et ça c'est un point très important, parce qu'évaluer le Doppler chez une patiente sous 12 mg par jour de prednisone n'est pas toujours positif, que l'échographie était très fortement corrélée au devenir structural, que les patients qui avaient beaucoup de Doppler sur les articulations allaient par la suite détruire leur articulation, tout ça on le sait, et il y a même actuellement une étude qui démontre que évaluer sur un score simple, qui est celui de cette articulation,
qui est un score, vous savez qu'il y a plusieurs scores, c'est l'un des scores les plus simples, c'est juste les MCP, le poignet, donc ça reste des choses qu'on peut faire en 2-3 minutes. En fait, trouver sur ce score des synovites actives était corrélé à une perte de fonction à 3 ans. Donc on a corrélé l'échographie à la biologie, à la clinique, à l'évolution structurale. Et maintenant, il y a 2 ou 3 travaux qui la corrèlent à la perte de fonction au bout d'un certain nombre d'années. Donc ça reste quand même important. Le principal problème, je dirais, c'est que c'est validé pour le diagnostic, ce n'est pas validé pour le suivi. C'est-à-dire, on sait que quand on traite nos malades, maintenant on le sait très bien, chez les patients en rémission clinique, certaines études ont montré jusqu'à 70% de persistance de synovites échographiques, notamment Doppler négatif. Alors que faire de ces patients? On ne sait pas encore. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, sur la base de ça, ajuster le traitement ou pas? On ne sait pas encore. Et il y a les recommandations EULAR de l'utilisation de l'imagerie dans la polyarthrite rhumatoïde qui préconisent un suivi échographique sans dire qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire, mettons-nous dans la situation d'une patiente qui vient pour 12 synovites, vous la mettez sous traitement, vous la revoyez 6 mois plus tard, elle a un DAS28 de rémission, elle a une CRP négative, mais elle a 6 synovites persistantes, dont 2 ou 3 qui flashent un petit peu. Personne ne peut vous dire actuellement ce que vous faites de ces patients. Et ça, c'est un peu, je pense qu'on va y répondre dans les années qui suivent, mais pour l'instant, ça reste un peu, peut-être, je dirais, le point qui manque à l'échographie. Alors, je vous propose, pour terminer, une petite observation médicale qu'on a vue cette semaine. Donc, c'est une patiente qui a 27 ans, qui est suivie en psychiatrie, ce qui rend un peu l'évaluation des EVA un peu difficile. Elle est suivie pour polyarthrite rhumatoïde séronégative érosive depuis 2 ans. Elle a démarré son traitement il y a 1 an, donc une association méthotrexate 15 mg par semaine et corticothérapie 7,5 mg par jour de prednisone. Donc elle a été vue cette semaine, sachant que chez des patients pareils, les EVA, c'est un peu à la louche. Des arthralgies inflammatoires, un HAQ à 0,5. Elle commence quand même sur 2 ou 3 rayons à déformer. On le voit, mais c'est des déformations réductibles. Elle n'a pas trop de synovite clinique, pas de limitation, et le reste de l'examen est strictement normal. Donc elle a une CRP négative, une VS normale. Les radiographies des mains, elle a quand même 2 ans d'évolution, et on voit déjà des petites GO au niveau des os du carpe. Et l'échographie montre des synovites multiples au niveau des MCP, Doppler négatif. Bon, avec une petite érosion, mais à la limite, elle avait déjà des géodes. Le DAS28, calculé sur la base de ces éléments, est de l'ordre de 4,6, avec des éléments objectifs négatifs. C'est-à-dire qu'elle a 3 ou 4 petites synovites douteuses, cliniques, une VS, une CRP négative, et un écho-Doppler négatif, un Doppler négatif sur les articulations explorées. Alors, si l'on suit les recommandations du DAS28, elle est en activité à 4,6. Si on est en treat to target, il faut essayer de descendre. Donc, qui est pour une escalade thérapeutique, pour un switch vers une biothérapie? Je rappelle que la CRP est négative, qu'il n'y a pas de Doppler. Ça veut dire que tu la mets sous biothérapie. C'est possible. Et dans ce cas, justement, c'est très difficile. On aura les DAS VSRT qui seront autant à la baisse. Et donc, c'est des matchs qui sont très difficiles. Donc, c'est possible. Je ne sais pas les VS et CRP antérieurs, comment ils étaient. L'élément que j'ai rendu aussi, la continue. Et à 7,5.
Alors, qui à main levée, qui la mettrait sous biothérapie d'emblée? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Qui ferait un bolus de Solumédrol? Il y en a qui veulent la laisser comme ça. Bon, il y avait déjà augmenté le métaux à 0,3 mg kilo. Ouais. Bon, à 20 000, elle serait à 20, 25. Oui. Sachant que ça ne changerait pas grand-chose. Non, et l'érode à 2 ans, en fait, je dirais entre guillemets, il y avait un petit piège. Parce que érodé, il est à 2 ans, il faut avoir une radio pour voir si elle est évolutive ou pas. Non, elle est à 2 ans, elle n'est pas partie de 0. Alors nous, ce qu'on a fait, parce qu'on n'a pas encore... Il y a le docteur Hassani qui est la résidente qui prend en charge. Le DAS 28 est augmenté par l'indice articulaire. Tu as donné un indice articulaire qui est élevé et tous les autres paramètres sont bas. Donc là, si on a un DAS à 4,6, il n'est pas... mais nous, FISA, j'ai introduit d'autres paramètres, et la DGIOD, et la décinovite échographique Doppler négatif. Il n'y a pas qu'un indice d'articulation douloureuse dans l'observation, il y a d'autres paramètres. En tout cas, ce qu'on a préconisé, on a le luxe d'avoir une IRM dédiée à l'hôpital Yachi. On va lui faire une IRM dédiée un peu pour voir et peut-être pour trancher, mais juste pour vous illustrer que parfois au quotidien, on a des observations où la prise de décision n'est pas aussi simple. Voilà, donc en pratique, alors je proposais éventuellement les autoquestionnaires dans la salle d'attente, avoir toujours sa fiche de suivi pour le malade, voir suivant les recommandations actuelles et en fonction de l'activité, au moins tous les 3 mois le malade, utiliser si possible un score d'activité, une appréciation semi-quantitative de la fonction, mais elle doit figurer sur le dossier, bien indiquer l'échographie, notamment au niveau des pieds, puisque maintenant le DAS 28 plus une échographie des pieds peut-être serait intéressant. Ne pas oublier qu'un patient qui fait par exemple un genou récidivant, il faut demander une radio du genou, parce qu'on peut déjà avoir une évolution structurelle. Donc il faut toujours y penser. Au départ, peut-être sur un certain rythme, une fois par an ou une fois tous les 2 ans en fonction, mais au moins sur les localisations symptomatiques, il ne faut pas oublier les radios. Ne jamais oublier la fibromyalgie, je pense que tout le monde est sensibilisé à ça. Gérer les comorbidités, assurer le suivi médicamenteux et toujours raisonner en objectif thérapeutique. Voilà, donc pour améliorer la prise en charge de la PR, je crois que des rencontres pareilles sont intéressantes pour évaluer continuellement le niveau de notre pratique et de nos outils. Et pour affiner l'évaluation de nos PR au quotidien, vous voyez que même ailleurs, ce n'est pas toujours au point. Est-ce qu'on peut éventuellement réfléchir sur des projets de la SMR, un parrainage, pour un peu discuter en atelier de comment avancer? Et je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut avoir un plaidoyer pour un plus large accès aux soins, notamment les ramédistes, etc., pour les biothérapies. Et je vous remercie.